Bretagne ce soir, saison cyclonique. À quoi faut-il s'attendre? L'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique prévoit une saison active avec pas moins de 5 ouragans. Bruno Benjamin, spécialiste de la question, sera avec nous pour nous éclairer. Et 8 mois après Maria, tous les moyens ont-ils été mis en place pour éviter de nouvelles catastrophes? Nous sommes retournés dans le quartier de Belle-Plaine à Gosier pour mener l'enquête. Et les conclusions, vous le verrez, sont assez alarmantes. Le gouvernement va impacter les usagers pour limiter le nombre de morts sur les routes. Le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé le plan Sauvant plus de vies sur nos routes. Nous verrons comment ces 18 propositions peuvent s'appliquer chez nous en Guadeloupe. Et enfin, nous nous intéresserons au bilan de la saison touristique. A-t-elle été un bon cru, comme annoncé? Nous sommes allés voir directement les commerçants pour le savoir. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène et de Moïse Dexter est à venir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. La saison cyclonique a débuté officiellement ce 1er juin. Un premier phénomène baptisé Alberto a causé la mort de 7 personnes à Cuba. À quoi ressemblera cette saison 2018? Quelques éléments de réponse avec Linda Kayarsi. L'agence américaine océanique et atmosphérique estime que l'année 2018 devrait être ni extrêmement active ni anormalement faible. Dans le détail, d'après les publications de l'agence américaine, une quinzaine de tempêtes pourraient se former cette saison en Atlantique Nord, contre 12 en moyenne sur les 30 dernières années. Parmi elles, 5 à 9 pourraient prendre la forme d'ouragans et 1 à 4 seraient majeurs. Officiellement, la saison cyclonique a débuté le 1er juin, mais comme souvent des phénomènes peuvent se former avant ces dates. Cette année, le premier phénomène a vu le jour le week-end du 26 mai. Alberto, la première tempête tropicale, a fait plusieurs morts et causé de nombreux dégâts à Cuba. L'agence américaine océanique et atmosphérique mettra à jour les perspectives saisonnières de l'Atlantique pour 2018 au début du mois d'août, juste avant le pic de la saison. Et pour aller plus loin sur ce sujet, un spécialiste des ouragans nous a rejoint sur le plateau. Bruno Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, cette saison est prédite comme très active par certains spécialistes et d'autres par d'autres noms. Les avis divergent. Je pense par exemple, on vient de le voir avec le reportage de Linda Kayarsi, l'autre institut qui a justement déterminé qu'elle pourrait bien détenir le record des ouragans avec 4-5 et d'autres qui disent que non, qu'elle est plutôt normale. Oui. Quelle est la vérité? Alors moi je dirais que c'est une saison qui est prévue juste au-dessus de la moyenne des tempêtes tropicales est de 12. Il en est prévu 13 ou 14 et la NOAA donc, a prévu qu'il y en ait entre 10 et 16, ce qui fait une moyenne de 13. Donc nous sommes sur une saison qui est juste au-dessus de la moyenne. Toutefois, il faut bien retenir qu'une saison moyenne ne veut pas dire que c'est une saison où il n'y a pas d'activité nous concernant. Ça, c'est important à retenir. Est-ce qu'on doit justement craindre la formation de monstres type Irma, Maria? Alors oui, on peut toujours le craindre. Et l'an dernier, justement, l'année 2017 a permis de voir des événements qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas prévisibles. Il n'y avait jamais eu de phénomène de catégorie sec touchant de mémoire d'homme les Petites Antilles. On en a eu 2 en moins de 15 jours. Donc oui, cette année, il est à craindre qu'un phénomène de ce type se forme, même si les paramètres météorologiques actuels permettent de penser qu'il ne devrait pas y en avoir. Comment détermine-t-on justement lorsqu'on peut avoir des ouragans très puissants comme Maria ou Irma? Quels sont les indices climatiques qui le démontrent? Alors la première chose, c'est que le carburant d'un cyclone, c'est la mer. L'énergie qu'un cyclone va récupérer, c'est la température de la mer. Il faut qu'il y ait au moins sur 10 mètres de profondeur une température de 26 degrés. Donc elle doit être très chaude. Elle doit être très chaude. Or, cette année, aux alentours de l'Afrique, la température est de 24 degrés, ce qui fait qu'on est déjà 2 degrés en dessous de la température de formation d'un cyclone. Ça va retarder ainsi la période de formation. Et s'ils doivent se former, ça serait au large des Petites Antilles. Donc, dès qu'une onde tropicale, donc une forme orageuse, va s'approcher du talus continental avec une profondeur limitée où ils vont pouvoir prendre de la force. Ce qui veut dire que ça va plus être des phénomènes de type barbadien que des phénomènes de type capverdien. Certains affirment que le réchauffement climatique pourrait intensifier ces périodes cycloniques, mais surtout favoriser l'émergence d'énormes monstres. Oui, alors il y a 2 écoles. Il y a l'école qui dit qu'effectivement, du fait que la mer soit plus chaude par rapport à l'élévation de température de la mer,
qu'on n'aurait plus de cyclones violents. C'est-à-dire qu'ils naîtraient déjà beaucoup plus tôt et qu'ils auraient le temps de se renforcer. L'autre école est qu'il y a également des paramètres négatifs pour la formation cyclonique, comme par exemple l'assèchement du Sahel, qui fait que l'air devient sec quand il arrive au-dessus de la mer. Et l'air sec est un des éléments qui empêche un cyclone de se former. Donc ce sont les deux écoles qui, pour l'instant, s'affrontent. On n'a pas de recul. Ça ne fait qu'à peine une dizaine d'années qu'on est conscient du réchauffement climatique. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore dire qu'il y aura des conséquences pour plus de cyclones ou moins. Nous avons été épargnés par l'ouragan Irma, le super monstre. Quelles leçons pouvons-nous retenir? Est-ce qu'on peut se protéger de ce type d'événements météorologiques? Alors, il y a une maxime que j'aime beaucoup. La meilleure protection contre un cyclone, c'est notre préparation. La meilleure chose que nous puissions faire, nous, c'est nous préparer. Nous avons eu un coup de semonce pour nous montrer qu'on n'était peut-être pas assez prêt à recevoir un cyclone. Donc je pense qu'à partir de maintenant, il faut se préparer. Nous sommes dans une zone à risque qui n'est pas devenue à risque il y a quelques jours. On sait que nous sommes d'une part en saison cyclonique et d'autre part dans une zone à fort risque. Donc il nous faut chaque année préparer nos kits dès le début de la saison, être prêt, suivre les consignes, ne pas forcément... Est-ce que vous avez le sentiment justement que la Guadeloupe est mieux préparée que l'année précédente? Ça frissonne. Le fait qu'il y ait des événements qui soient créés pour pouvoir préparer la saison cyclonique, donc que ce soit le forum prochain de la région ou les conférences organisées par des particuliers ou d'associations, on sent que la population commence à s'intéresser au risque cyclonique, à comprendre ce que c'est pour pouvoir préparer justement la saison. C'est une très bonne chose. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Il faut que nous apprenions la culture du risque pour apprendre à nous préparer individuellement à recevoir un cyclone. Avez-vous le sentiment que la Guadeloupe est mieux préparée pour cette année pour appréhender cette saison cyclonique? C'est la question que nous avons posée à quelques Guadeloupéens. Je propose de regarder avec moi les quelques réactions recueillies ce matin par Patrick Curie et par Yvan Lemar. Je pense que de plus en plus, la Guadeloupe est prête pour les saisons cycloniques, surtout après le cyclone Igou. Car j'étais sapeur-pompier professionnel, j'ai subi toutes les conséquences du cyclone Igou. Maintenant, les constructions sont des nouvelles normes. Les constructions, les normes sont presque tous respectées. Il faut que ça devienne une habitude chez nous, dans notre culture. Tout simplement être prêt. Donc ça arrive, on va faire avec. Pas tout le monde, pas tout le monde. Certaines personnes se sont préparées, mais je ne sais pas pour tout le monde. Donc il faut envoyer le message, Il n'y a pas assez encore, les gens ne sont pas assez informés. Il faut plus de prévention et puis qu'il y ait plus de médiatisation par rapport à ça. Pour être la même fois, on est tout bité en près, mais en rasé, en banni l'argent. Alors bon, s'il passe, bon, on ne peut pas faire rien, même si on n'est pas ni, on ne peut pas faire rien. Il passe. Selon ce que je vois, il y a beaucoup de choses à faire pour se préparer pour enlever la cyclone. La dernière fois, on a eu énormément de soucis. Je pense que les gens devraient s'informer et savoir ce qui se passe. Je crois qu'on est habitué. Tout simplement. Donc on attend, on se prépare et puis voilà. Puis l'année dernière avec Maria et Irma, on s'est bien habitué, je crois. Les planches sont prêtes à être clouées. Voilà. Bruno Benjamin, votre réaction en écoutant ces commentaires de Guadeloupéens? Voilà, ça résume tout. En fait, on est prêt à être préparé. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut une vraie sensibilisation de la population. Donc, il faut que tout le monde s'y mette pour apprendre les bons gestes, apprendre les bons réflexes pour pouvoir être prêt dès le début de la saison. Parce qu'un phénomène vient de se produire, la tempête Alberto. On peut avoir ici un phénomène très précoce qui nous concerne. Merci Bruno Benjamin d'avoir accepté de nous éclairer ce soir sur cette question. Nous sommes retournés dans les quartiers vulnérables du Gosier, notamment le quartier de Belle-Plaine. 8 mois après le passage de Maria, des travaux ont-ils été entrepris pour éviter de nouvelles catastrophes? Yvan Lemar et Patrick Curie ont mené l'enquête. On regarde. Plus de 6 mois après Maria, la vie a repris son cours au quartier Belle-Plaine. Des travaux pour éviter de nouvelles inondations avaient été annoncés par la mairie, mais pour Hélène, l'une des habitantes que nous avions rencontrées, aucun changement à l'horizon. Rien n'a changé, jusqu'à ce jour, rien n'a changé. J'ai entendu sur les zones que le maire doit faire des travaux, mais jusqu'à ce jour, rien.
Et on craint encore parce que la période cyclonique arrive là à grands pas, on ne sait pas encore. Un peu plus loin, Stéphanie, une autre habitante, fait le même constat. Au niveau de Peuplaine, bon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. On est toujours pareil, il n'y a pas eu de travaux, il n'y a rien eu de fait. Et on est à l'approche des cyclones. Peut-être il va y avoir peut-être des choses de fait après, mais pour l'instant, il n'y a eu rien qui a été fait. Malgré la nouvelle saison cyclonique qui arrive, Stéphanie reste sereine et se prépare comme elle peut. Maria, je n'étais pas préparée, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas préparée du tout. Et là, je commence à me préparer parce que je vais essayer de voir le fait que j'ai l'étage, essayer de voir, de mettre certaines choses en hauteur pour ne pas avoir ce problème encore. Mais on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Hein. Du côté d'Hélène, on est beaucoup plus inquiet. On se prépare toujours. On n'attend pas à la dernière minute pour faire les choses, non. On commence déjà à se préparer parce qu'on a entendu dire que ça va commencer très tôt cette année-ci. Tout le monde a peur, tout le quartier, quoi. Il y a des grandes personnes qui ont peur parce qu'ils disent que la période cyclonique arrive et on ne sait pas encore là où on est. Parce que rien n'a été fait. Nous avons contacté la mairie. Elle admet qu'aucun travaux n'a véritablement commencé. Le traitement administratif de ces dossiers est toujours en cours. Et puis en Guyane, le gouvernement vient de signer un accord pour limiter le dépassement du budget de fonctionnement de la mairie de Cayenne. Ce plan s'appelle le plan Cahors. Il a été signé ce matin avec quelques 80 millions d'euros de dépenses de fonctionnement en 2017. Il vise à réduire tous ces dépassements. Le reportage est signé Gaël Ouassim. Le gouvernement veille au grain. La ville de Cayenne et l'État ont signé un accord budgétaire visant à limiter les dépenses des collectivités ayant un budget de plus de 60 millions d'euros annuels. Aujourd'hui, à travers ce contrat qui intéresse 322 collectivités de France, donc les principales, il s'agit d'avoir une maîtrise à hauteur de 1,2% de l'évolution des dépenses de fonctionnement de façon annuelle sur 3 ans pour pouvoir atteindre au niveau national une meilleure gestion, une meilleure maîtrise de l'évolution du budget de l'État à hauteur de 3%. 322 collectivités concernées en France, seulement 2 collectivités en Guyane sont dans l'obligation d'entrer dans le cadre de ces accords. Il y a la mairie de Cayenne et il y a la CTG. Les conditions, c'est de maintenir un niveau de fonctionnement inférieur ici à 1,35 et avec la CTG, nous sommes en train de négocier autour de 1,20 comme la loi nous l'impose. C'est un engagement, c'est donnant-donnant. Nous, on s'engage à maintenir le niveau de dotation et eux, ils s'engagent à maintenir un niveau de dépense. Et donc, vous voyez que... Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même un plafonnement des dépenses. C'est vrai, mais en même temps, c'est une garantie pour eux que tout ce qu'ils vont pouvoir prévoir dans leur investissement, dans le fonctionnement, sera garanti pendant 3 ans. Et donc, c'est plutôt très positif. Positif ou non, car contraignant pour ces collectivités qui doivent soutenir le poids de la démographie galopante et la croissance exponentielle que connaît la Guyane à tous les niveaux. Alors, à travers ce contrat, donc dispositif Cahors, la ville de Cayenne sera tenue de respecter ce qu'elle vient de signer, c'est-à-dire une augmentation de son budget à hauteur de 1,35% par an. Ça veut dire qu'à compter du budget 2017, qui est donc la base de ce dispositif, la ville de Cayenne ne pourra pas aller au-delà de 1,35% d'augmentation sur l'année 2018-2019. Donc chaque année, c'est 1,35% maximum qui sera autorisé. Auquel cas, si elle ne respecte pas cette règle de 1,35%, il y aura une diminution sur ces recettes, notamment sur ces recettes issues de la fiscalité locale directe. S'appliquant également pour la collectivité territoriale de Guyane, cette dernière signera l'entrée dans ce plan Cahors vers la fin du mois de juin. Sauvons plus de vies sur nos routes, c'est avec ce slogan que le Premier ministre Édouard Philippe avait défini en début d'année sa nouvelle politique pour lutter contre la sécurité routière. Nos routes sont cependant demeurées assez peu sûres et continuent d'ailleurs à prendre des vies. Le reportage de Linda Kayarsi. Tout d'abord, l'une de ces premières mesures concerne les jeunes. Ainsi, par exemple, davantage de simulateurs de conduite dans les missions locales et la signature d'une charte numérique lors de la consultation des résultats du permis de conduire sur le site de la sécurité routière. Mise en place également d'une circulaire du ministère distribuée à la rentrée dans l'enseignement supérieur. Les seniors ne sont pas oubliés, ils bénéficieront d'un programme de sensibilisation auprès des médecins afin qu'ils abordent le risque routier au moment des consultations. Autre mesure, afin d'améliorer la prise en charge des blessés, le surplus de restes lié à l'abaissement de la vitesse maximale, soit 80 km/h, sera dédié à l'aide aux victimes. Cette mesure sera mise en place début 2019.
À partir de 2021, les conducteurs ayant commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h et qui ont été sanctionnés par une suspension du permis pourront conduire un véhicule équipé d'un contrôleur électronique de vitesse durant la période de suspension. En ce qui concerne l'alcool au volant, l'une des causes majeures des accidents mortels sur la route, le gouvernement souhaite inciter les conducteurs à évaluer eux-mêmes leur taux d'alcoolémie avant de prendre le volant. Ainsi donc davantage de partenariats avec les acteurs de boissons alcoolisées afin de généraliser la mise à disposition d'éthylotests et d'actions de prévention dès cette année. Le gouvernement prévoit également la mise en place d'un éthylotest anti-démarrage. En cas d'usage du téléphone au volant, les forces de l'ordre pourront, en 2019, suspendre le permis si une infraction a été commise en même temps que l'usage de celui-ci. Pour les conducteurs ayant effectué 2 stages de récupération de points en 5 ans, ils devront participer à un stage de sensibilisation de 3 jours au lieu de 2. Enfin, à noter la présence dans chaque administration d'un haut fonctionnaire chargé de la sécurité routière et de son application. Objectif du gouvernement avec ces mesures, 18 au total, faire participer l'ensemble des citoyens à la lutte contre l'insécurité routière. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. La saison touristique a-t-elle été un bon cru? Nous le verrons avec les commerçants de la Guadeloupe. Et puis découverte de l'exposition Curiosité sous-marine en Guadeloupe menée par 5 étudiantes. En Martinique, à quelques jours des épreuves du baccalauréat professionnel, des élèves du lycée agricole du Robert n'ont toujours pas bouclé leur programme. Et pour cause, l'établissement est fermé pour cause de vétusté. Des travaux qui avaient été annoncés par la collectivité territoriale et qui n'ont toujours pas été réalisés, ce qui ne manque pas de susciter la colère des parents d'élèves. Voyez les explications de Sandrine Claude. Les conditions sont-elles réunies pour que les élèves des filières services aux personnes et au territoire passent leurs épreuves de bac pro? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Avec une cuisine pédagogique inutilisable depuis des mois, les 70 élèves concernés n'ont pu bénéficier de certains cours pratiques. Les parents d'élèves craignent des conséquences directes sur les taux de réussite. Psychologiquement, les élèves ne sont pas prêts. Il faut le dire, psychologiquement, les élèves ne sont pas prêts. Si les examens, ce sera des examens en rabais. Ce n'est pas comme d'habitude où on a un taux de réussite assez important au lycée agricole du Robert. On s'attend à la catastrophe cette année. En charge du dossier, la conseillère exécutive Sylvia Saïsoutane avait annoncé en septembre dernier la réhabilitation de la cuisine. Aujourd'hui, elle se dit consciente du désagrément causé. On s'était engagé au niveau de la collectivité pour faire en sorte que la cuisine pédagogique soit réajustée, refaite à Pâques. Sauf que les marchés ont pris du temps à être signés, les bons de commande également. Et malheureusement, on n'a pas pu intervenir à Pâques. Je proposais de retourner vers le principal du collège du Robert III, demander s'il y a une possibilité d'utiliser quand même sa cantine, sa cuisine pédagogique, ou de demander à un restaurateur du coin l'utilisation d'une cuisine. Mais je suis vraiment très contrite de cette situation et je souhaite vraiment que dès la rentrée 2018, nos élèves puissent travailler dans les bonnes conditions. Suite à l'annonce d'une arrivée massive de sargasses sur nos côtes, les parents se disent sceptiques quant à une réouverture du collège Robert III. Contactée par notre équipe, la direction du lycée agricole n'a pas souhaité s'exprimer sur le dossier. Elle regrette toutefois la situation. Et puis retour en Guadeloupe, la haute saison touristique s'est achevée à la fin du mois de mai. Comment les professionnels ont-ils travaillé durant cette saison? De Sainte-Anne à Déhay, Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter ont sillonné l'île pour avoir leurs avis. On regarde leur reportage. Si notre saison touristique a fortement été impactée par l'échouage de sargasses du côté de Sainte-Anne, les avis des professionnels divergent. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les pouvoirs publics minimisent ce type de problème, mais c'est un très gros problème pour la Guadeloupe et pour le tourisme. Parce que on a reculé sur le chiffre d'affaires d'environ 60 à 70%. La première chose que les gens demandent, est-ce que vous êtes impacté par les algues ou pas? Nous d'ici, parce que j'ai des logements qui sont sur du rivage en hauteur, l'odeur sort de là-bas et va directement au logement. Bon après là on n'a pas beaucoup de flux parce que c'est la basse saison. Bonne saison, beaucoup d'affluence, beaucoup de clients, beaucoup plus que l'année dernière. Enfin, c'est le ressenti de pas mal de commerçants en fait. Même constat du côté de Déhay pour ce spécialiste d'activité nautique qui a observé cette année une croissance de la fréquentation touristique. Cette année par rapport à l'année dernière, le mois d'avril et de mai ont été plutôt bons. Par rapport à l'année dernière, c'était un petit peu en dents de scie, ça veut dire qu'il y a des jours où il y avait beaucoup de monde, des jours où il y en avait moins par rapport à l'affluence sur la plage et mes locations. Et du coup, c'était plutôt positif parce que du coup ça s'est tiré assez longtemps.
D'habitude, mi-mai ou début mai, on commence à avoir beaucoup moins de monde. Cette année, ça a duré un petit peu plus longtemps. On a travaillé jusqu'à fin mai. Et la plage était bondée jusqu'à fin mai, donc c'était plutôt bien. Et je pense que ça joue par rapport aux sargasses, parce que de l'autre côté, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de sargasses. Nous, on en a eu très peu ou même pas du tout. Donc du coup, on a bien travaillé. Et c'était plutôt positif, on espère que ça va durer. Malgré donc ces nombreuses invasions régulières d'algues sargasses sur nos plages, l'activité touristique s'est toutefois maintenue, permettant ainsi à ces professionnels de garder leur rythme en dépit d'une saison plutôt mitigée. Et puis nos fonds sous-marins regorgent d'espèces assez étonnantes, tant par leur forme que leur couleur ou encore leur comportement. 5 étudiantes ont eu l'idée de photographier cette biodiversité sous-marine et de mettre ces clichés à la vue de tous. Curiosité sous-marine de Guadeloupe, un reportage d'Yvan Lemar et de Patrick Curie. L'exposition Curiosité sous-marine est le fruit d'un projet de Corentine Rochas, étudiante en biologie marine passionnée de plongée, une initiative soutenue par la commission culture et la bibliothèque de l'Université des Antilles. Cette exposition, elle a un objectif principal, c'est de faire découvrir aux étudiants, mais aussi à toutes les personnes qui sont susceptibles de visiter la bibliothèque, de leur montrer des organismes peu communs, inédits, des organismes qu'on n'a pas l'habitude de voir lorsqu'on va à la plage ou lorsqu'on met un masque. Donc c'est simplement une découverte de cette biodiversité sous-marine incroyable qu'on a aux Antilles. Pour cette exposition, 24 photos ont été sélectionnées pour faire découvrir l'astrophyton, l'étoile de mer, les sabelles ou encore l'anémone géante des Antilles. Le choix était très difficile pour le choix des photos puisque nous avions justement beaucoup d'éléments. Donc nous avons choisi des organismes soit qui apparaissent la nuit, donc on a peu de chances de voir le jour avec un masque, soit qui sont très petits, donc on a aussi du mal à identifier lorsqu'on plonge, soit qui ont un comportement inédit dans leur biologie ou qui sont simplement rares. Cette exposition est visible jusqu'au 5 juin. Un projet pour la proposer à d'autres établissements, mais aussi à la Fête de la Science en novembre prochain, est en cours d'élaboration. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Sachez qu'en raison de la prolifération des sargasses, le maire du Gosier a décidé d'interdire la baignade et toutes les activités nautiques sur la plage des Salines. Demain, l'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous sur la place du centre-ville de Petit Canal toute la matinée jusqu'à 13 h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 4 juin. Nous l'avons vu ce soir. La saison cyclonique, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, sera active avec pas moins de 5 ouragans prévus. Bruno Benjamin, spécialiste de la question, était avec nous d'ailleurs pour en parler. Et puis 8 mois après Maria, tous les moyens n'ont pas été mis en place pour éviter de nouvelles catastrophes dans les quartiers dits vulnérables, notamment celui de Belle-Plaine qui avait été largement impacté par l'ouragan Maria. Nous sommes allés sur place pour mener l'enquête. Et puis le gouvernement va impacter les usagers pour limiter le nombre de morts sur les routes. Le Premier ministre a ainsi avait annoncé au début d'année un plan sauvant plus de vies sur nos routes. Nous avons vu le détail de ces 18 propositions très axées sur le numérique. Et enfin, nous sommes intéressés au bilan de la saison touristique 2017-2018. A-t-elle été un bon cru? Un bilan mitigé selon les commerçants, avec une saison qui a été fortement impactée à la fin par l'arrivée des sargasses. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18 h 45.